Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Entre 50 et 70, les plus riches se sont enrichis, mais ils se sont enrichis moins vite que le reste de la population, ce qui a permis de créer ce qu'on appelle une classe moyenne et des services publics. À partir des années 80, ces très riches se sont enrichis beaucoup plus vite que le reste de la population. Et moi, j'ai très peur qu'on referme la parenthèse où quelqu'un qui est prof, quelqu'un qui est employé, puisse avoir accès à la propriété, partir en vacances, etc. Ça n'a été possible qu'une quarantaine d'années, et on est en train de renfermer cette parenthèse, ce qui est un vrai problème. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher, pour un décryptage de l'actualité économique. Et c'est primordial, car avec tous les discours qu'on entend autour de nous, notre meilleure arme est encore de comprendre ce qui se joue. Car l'extrême droite, aidée par des médias financés par les milliardaires, cherche à imposer sa vision, en muselant la diversité des voix et en bafouant le pluralisme. Pour riposter, le média a lancé une campagne citoyenne appelée Riposte, crucial pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire. Sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la TNT francilienne à visée nationale, on nous a fermé la porte, on entrera par la fenêtre pour porter les voix qui dérangent, celles qu'on ne veut pas entendre ailleurs. Cette bataille pour la démocratie nous concerne tous. Rejoignez-nous et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. Bonjour Thomas. Salut Nadia. Alors, avec toi aujourd'hui, on va parler de la taxe dite Zuckman, une taxe qui s'appliquerait sur le patrimoine des ultra-riches. C'est un texte qui a été présenté par les écologistes à l'Assemblée nationale, adopté le 20 février dernier et pourtant rejeté par le Sénat ce jeudi. Un texte qui a uni la gauche mais a divisé la droite. Et nous allons aussi parler du pré-rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui s'est exprimé dans le sens d'un nouveau recul de l'âge légal de départ à la retraite allant jusqu'à 66,5 ans en 2070. C'est parti. Il s'agissait d'un nouvel impôt, d'une nouvelle taxe, d'une mesure importante pour faire participer les ultra-riches à l'effort collectif. La taxe dite Zuckman, du nom de cet économiste directeur de l'Observatoire de la fiscalité en Europe et professeur à l'école Normale Sup. Une taxe reprise donc dans un texte adopté par l'Assemblée nationale le 20 février dernier et largement porté et soutenu par la gauche, a été retoqué jeudi 12 juin par le très droitier Sénat. Et ce, malgré la pression mise par des mouvements comme Attaque, 350.org ou Oxfam, qui ont fait signer une pétition à plus de 65 000 personnes pour, je cite, taxer les ultra-riches et faire un pas de géant vers une contribution plus juste des ultra-riches qui payent aujourd'hui moins d'impôts que la moyenne des Françaises et des Français. Alors, est-ce que Thomas, tu peux nous expliquer très concrètement ce que c'est que cette taxe dite Zuckman ? Tout à fait. Alors la taxe de Zuckman, elle part d'un principe simple, elle part d'un principe que la plupart des Français, y compris les riches, les classes moyennes, les pauvres, mais aussi les riches, ont une pression fiscale, grosso modo, qui représente 50% de leurs revenus. Ce qui n'est pas le cas des très riches. On parle des milliardaires ou des gens qui ont plus de 100 millions de patrimoine. Pour ces gens-là, la fiscalité diminue. Elle est presque 2 fois moins importante que la majorité des gens, y compris les riches. Donc là, il y a un vrai problème d'égalité devant l'impôt qui est marqué dans la Constitution. Et donc, il faut rectifier ça. Et le but de la taxe Zuckman, elle est de rectifier ça en mettant un impôt de 2% sur le patrimoine des gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Donc on parle, voilà, c'est énorme. On parle, ça n'a rien à voir avec l'ISF, où on était à plus de 300 000 personnes qui payaient l'ISF, où il fallait avoir plus d'1,3 million de fortune. Là, on parle vraiment de gens qui ont des très gros patrimoines. Et donc, ça concerne à peine 1800 foyers. Et ça rapporterait, cette taxe, selon les estimations, entre 20 et 30 milliards, en plus, à un moment où on recherche quelque part... Voilà, on recherche 40 milliards. Donc ce n'est pas négligeable. Surtout qu'on est dans un contexte, rappelons-le, où la fortune des très riches, en une dizaine d'années, a été multipliée par 6. Personne n'a vu son épargne, que vous avez 20 000 euros de côté, personne n'a vu en 10 ans cette épargne se multiplier par 6. Là, on parle de gens qui sont déjà très riches et qui ont vu leur épargne se multiplier par 6. Donc, il y a une idée, en fait, que l'organisation de l'économie a été mise à leur service et leur a permis de s'enrichir plus vite que le reste de la population. Et donc, il faut rectifier, d'autant plus que leur pression fiscale est plus faible, il faut rectifier en ayant une pression fiscale qui permette à tout le monde d'être égaux devant l'impôt. Et en plus, ça permettrait d'avoir des rentrées fiscales. Donc, c'est quelque chose de très bien et de soutenu par la majorité des Français en plus. Alors, soutenu par la majorité des Français, mais soutenu évidemment par la gauche et par une partie de la droite
parce que cette mesure, elle a divisé la droite. Il se trouve qu'un certain nombre de personnalités connues pour avoir été de profonds soutiens d'Emmanuel Macron, il y a Olivier Blanchard, les économistes, je parle d'économistes, Olivier Blanchard, ou Pisani-Ferry, qui a été un artisan de la victoire du président, a signé une tribune dans Le Monde, aux côtés de Gabriel Zucman, afin de défendre cette mesure. Ensemble, ils ont fait donc le constat que tu viens de faire aussi, que les plus grandes fortunes payent très peu d'impôts sur le revenu, parce qu'elles peuvent contourner légalement cet impôt grâce à diverses techniques d'optimisation et que par conséquent, il y a une violation du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Pourtant, l'autre partie de la droite, elle, s'est insurgée contre un texte qu'elle qualifie d'inconstitutionnel et d'économiquement néfaste. Là, je cite Emmanuel Capus, qui est le sénateur Horizon du Maine-et-Loire et qui était le rapporteur du texte au Sénat qui a donc retoqué le dit texte. Le sénateur s'est rallié à la position globale du gouvernement qui, lui, juge cet outil confiscatoire pour les plus fortunés et il craint l'exil fiscal. Alors c'est toujours le drapeau rouge qu'on sort dès qu'on veut taxer un peu les riches, c'est l'exil fiscal. Est-ce que cette taxe peut réellement faire fuir les riches et finalement, est-ce que ça a vraiment de l'importance ? Alors, la première chose, déjà, avant de répondre à ta question, tu as raison de rappeler qu'en fait, cette taxe, alors même si la majorité de la gauche est plutôt pour, elle divise quand même dans les rangs, y compris des politiques de la Macronie, moins dans la droite, mais elle divise quand même. Et chez les économistes, là, clairement, on a eu une association, moi j'étais assez surpris de cette tribune, une association entre un Zucman, un Blanchard, qui était directeur qui a été économiste en chef du FMI, qui est quand même un des artisans de l'austérité, un artisan de l'austérité appliquée en Europe après la crise 2010, et qui là rejoint aussi le même constat que Zucman. Et M. Pisani-Ferry, qui était, comme tu l'as dit, un architecte quand même de la politique économique de Macron, mais qui l'a quitté et qui a sorti quand même un rapport aussi intéressant sur le financement de la transition écologique, qui là aussi se rallie à ça. Donc on voit bien que sur le constat purement factuel, des grands scientifiques disent oui, très clairement, une partie, les 0,01%, échappe à l'impôt. Et donc, il n'y a vraiment même pas une rupture des 1% contre les 99%. Il y a une rupture des 0,01 contre les 99,9% qui, eux, ont une autre pression fiscale. Donc, le constat est là. Après, sur la fuite, c'est toujours l'argument qu'on nous a sorti. Mais y compris à l'époque de l'ISF. Je veux dire, l'ISF, on était sur un impôt à un peu plus d'1 million. C'était vraiment 300 000, 400 000 ménages. C'était quand même il y avait pas mal de ménages. Et à l'époque, on nous disait, voilà, il faut retirer l'ISF parce que les gens partent. Et quand on regardait les chiffres, ce n'était pas du tout le cas. Il y avait juste 0,2% des assujettis qui partaient. 0,2%. C'est-à-dire que vous en aviez 800 qui partaient, 300 qui revenaient. On était très loin de l'image qu'on voulait nous montrer de la fuite des gens très riches qui vont se placer ailleurs. Donc la plupart des études montrent effectivement que les changements de réglementation fiscale n'amènent pas à cette fuite-là. Et quand bien même il y aurait une fuite, il faut la prévoir. Et là, dans le mécanisme, il y a quelque chose qui prévoit que les gens seraient redevables de l'impôt pendant un certain nombre d'années s'ils quittaient le territoire. Donc, la première des choses, c'est qu'il faudrait que ce soit vrai. Et force est de constater que ce n'est pas vrai. Et là, on a des vraies données parce que quelqu'un qui va partir, il le dit tout de suite à l'administration fiscale pour ne pas payer doublement l'impôt. Donc là, on a des données très, très fortes et on voit que ce n'est pas la fuite qui a été dit, y compris pour l'ISF. Et même s'il partait, il y a quelque chose qui est prévu dans le mécanisme pour qu'il puisse payer l'impôt un certain nombre d'années. Ça changerait quelque chose s'il y avait si finalement il y avait une fuite de ces ultra-riches? Je pense qu'on est plus dans l'ordre du symbole parce qu'il y a déjà une telle... Alors, effectivement, il participe à l'économie, même s'il paye beaucoup moins en termes de pression fiscale, il paye quand même un impôt. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde au niveau européen les besoins de financement qui sont énormes dans tous les pays, certes, nous avons un déficit plus élevé qui va créer une forme d'urgence. Je dis une forme parce qu'en réalité, l'urgence n'est pas aussi forte que celle que nous disent les politiques. Mais même dans les pays qui vont avoir des déficits plus faibles, il y a des besoins de financement d'infrastructures énormes. Et donc la question à un moment des recettes, elle doit être là. Surtout que dans une concurrence fiscale depuis des années. On a baissé le taux d'impôt sur les sociétés de 33 à 25 pour être plus compétitif. L'Allemagne a fait la même chose. Il y a des pays qui pratiquent de l'optimisation, qui sont des limites des paradis fiscaux comme l'Irlande, Luxembourg, parce qu'ils ne sont pas reconnus comme tels, même s'ils le sont, qui ont des taux d'imposition extrêmement faibles, qui permettent à des grandes compagnies comme Apple de ne payer quasiment pas d'impôts. À un moment, on a assez
séché les recettes dans tous les pays. Et donc la question de retrouver de la recette pour financer la transition énergétique, pour financer des structures étatiques. On a beaucoup parlé de la défense, services publics, etc. Là, il va falloir avoir des recettes. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un effet d'imitation qui pourrait avoir lieu dans d'autres pays suite à l'adoption de cette taxe Zuxman. Et donc la France aurait pu être, pour une fois, plutôt que de se comparer toujours aux autres pays, aurait pu être une fois le pays que l'on imite plutôt que de vouloir imiter toujours les autres. Voilà, le précurseur. Ouais. D'après toi, pourquoi cette mesure ? Alors, cette mesure, on le rappelle, elle a été retoquée au Sénat. Pourquoi est-ce qu'elle est importante, déterminante au regard de l'évolution, de la concentration des richesses ? On a parlé du 0,001% contre les 99,9%. Pourquoi c'est vraiment important d'avoir de telles mesures qui se développent ? La première chose, c'est vraiment la question dans la tête des gens, en dehors de toutes les questions constitutionnelles sur les légalités devant l'impôt, etc. C'est dans la tête des gens. C'est hyper important, mais vraiment, c'est dans l'imaginaire des gens. Le consentement à l'impôt est de plus en plus difficile. Pourquoi il est de plus en plus difficile ? Parce que les gens ont l'impression qu'eux payent et que d'autres ne payent pas. Et c'est pareil pour les petites entreprises et les grandes entreprises. Quand vous avez le CAC 40 qui a 1200 filiales dans les paradis fiscaux, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'elles font dans ces paradis fiscaux. Donc, quand vous ouvrez un restaurant et qu'en face de vous, vous avez un géant américain du café qui fait de l'optimisation fiscale, vous avez un problème du consentement à l'impôt. Et c'est pareil partout. C'est pareil pour les gens quand ils disent, voilà, moi je travaille, je gagne bien ma vie, je gagne peut-être 15 000 euros, 20 000 euros, ce qui sont des sommes déjà énormes. On est dans les 0,5% en termes de revenus des Français les plus riches. Mais que vous payez énormément d'impôts et que vous dites quelqu'un qui a des millions va en payer moins que moi, il y a un problème de consentement à l'impôt, y compris pour des gens qui vont être dans la classe riche. Et ne parlons même pas de la classe moyenne qui va être parfois martelée encore plus par des taxes diverses, notamment comme la taxe carbone qui a entraîné le mouvement des Gilets jaunes. Et donc c'est ça la vraie question de fond. C'est l'impôt, normalement, on doit être égaux devant l'impôt. Et même, je dis, on a une tradition d'un impôt qui doit être progressif. Donc plus on est riche, plus on paye. Et quand on voit l'augmentation de la fortune, on rappelle ce chiffre, les 500 premières familles ont vu, on parle de milliards là, ont vu leur fortune qui a été multipliée par 6 en une quinzaine d'années. C'est les chiffres de Challenge qui dit toujours en une quinzaine d'années. C'est quand même énorme. Et c'est des gens qui ont des centaines de millions, voire des milliards. C'est quelque chose d'énorme. Quelqu'un qui a un patrimoine de 200 000, 300 000 euros, qui est un assez bon patrimoine, parce que 80% des... Et à côté de ça, il y a la paupérisation du service public, la paupérisation des classes les moyennes et plus pauvres. Exactement. Et à côté de ça, voilà, comme tu l'as dit, il y a une paupérisation, il y a une volonté de faire des économies supplémentaires là-dessus. On le voit bien, le gouvernement a fait des économies énormes sur les services publics et ils sont à l'os quasiment partout. Et quand on regarde, on aurait plutôt besoin d'investir dans les services publics. Le salaire des professeurs qui est en dessous des chiffres de l'OCDE, l'université qui ne fait que chuter en termes de dotation par étudiant. Et là, il y aurait vraiment des choses à faire. La petite enfance, l'hôpital et le gouvernement, comme il sait que les économies sont difficiles, elles seront très faibles là-dessus, il va maintenant sur les retraites et sur l'assurance maladie, donc sur les médicaments et sur les retraités. Donc oui, il y a des besoins de financement et là, il y a des possibilités de les trouver sans changer radicalement finalement la vie de ces gens-là. Même à la marge en réalité. Ils resteront toujours très riches. Et, ça ne va pas changer leur quotidien. Voilà. Et ce qu'ils vont gagner en plus va faire que leur richesse va augmenter. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire qu'entre 50 et 70, les plus riches se sont enrichis. Ils ont continué à s'enrichir, mais ils se sont enrichis moins vite que le reste de la population. Ce qui a permis de créer ce qu'on appelle une classe moyenne et des services publics. À partir des années 80, ces très riches se sont enrichis beaucoup plus vite que le reste de la population, ce qui a créé en fait une paupérisation de la classe moyenne. Et moi, j'ai très peur qu'on referme la parenthèse où quelqu'un qui est prof, quelqu'un qui est employé, puisse avoir accès à la propriété, partir en vacances, etc. Ça n'a été possible qu'une quarantaine d'années, et on est en train de renfermer cette parenthèse, ce qui est un vrai problème. Et donc, on retourne dans une société, finalement, c'est l'ancien régime où vous avez des rois et le reste de la population, voilà. Et des pauvres. Exactement. Globalement. Alors, c'est une transition intéressante, parce que dans le contexte actuel de quête d'économie, le gouvernement annonce vouloir trouver 40 milliards d'euros pour le prochain budget. Et un autre sujet donc refait surface pour aller chercher ces économies, c'est l'âge de départ à la retraite. Alors ça, c'est quand même aussi récurrent. À chaque fois, on nous remet ça, effectivement. Donc, on ne veut pas taxer les riches. Par contre, on veut reculer l'âge de départ à la retraite. Alors que la majorité des Français, quel que soit le sondage et la date du sondage porté par BFM ou la CGT, c'est constant. Plus de 60% des Français veulent revenir à un âge de départ à la retraite à 62 ans au moins. Le Conseil d'orientation des retraites, le COR, vient de publier un pré-rapport dans lequel il préconise d'ici 2070 un départ à la retraite allant jusqu'à 66,5 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les pistes mises en avant
par le corps. Pourquoi est-ce qu'on nous rabâche systématiquement cette rengaine de recul de départ de l'âge à la retraite? Pourquoi ils ne retiennent que cette donnée-là? Je pense que là, le corps est quand même sorti de son rôle. C'est-à-dire que le corps a pour but de faire un état des financements, de faire un état en fonction de la démographie et de présenter des scénarios. Il faut en présenter plusieurs et après, c'est aux décideurs politiques de choisir ce qu'ils veulent, voilà, ou de faire avec les informations qu'ils ont. Voilà. Mais le corps, en aucun cas, ne doit prendre des décisions politiques ou des orientations politiques comme il le fait là, en disant, voilà, c'est 66 ans, il sait très bien qu'en lâchant ça, parce que c'était un pré-rapport, un pré-rapport qui n'avait pas été validé par les syndicats, mais il sait très bien qu'en lâchant ça, il influence le débat qui a lieu encore dans le conclave, où la majorité des syndicats ont quitté, la CGT a quitté, FO a quitté, mais où il y a encore un débat et où la CFDT a lâché sur les 62 ans. La CFDT a dit qu'elle acceptait, la direction de la CFDT, il faudrait voir ce que disent les grandes fédérations, mais qu'elle acceptait les 64 ans. Donc il y a quand même derrière tout ça, moi je trouve, une espèce de volonté que dans le débat public, il y ait des faisceaux de pression qui disent « Ah ben non, on ne peut pas revenir à 62 ans, le but c'est plutôt d'augmenter l'âge de départ à la retraite ». Et le corps, pour moi, là, a outrepassé ses fonctions en balançant ça, tout en sachant l'écho médiatique que ça allait avoir, alors même que il y a d'autres scénarios possibles. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, là, j'en ai relevé quelques perles, mais dans le pré-rapport au départ, il y avait quand même vraiment des points de vue. Par exemple, augmentation des cotisations, pour eux, c'était égal à l'appauvrissement du pays. Alors qu'on a augmenté les cotisations quand il y a eu le choc démographique sur les retraites, et ce qui a permis de financer nos systèmes de retraite. Et eux, ils parlent direct d'appauvrissement du pays. Enrichissement du pays, pour eux, c'est le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Oui, c'est toujours, c'est toujours la même chose. Et si on augmente, attention, les cotisations employeurs, donc du patronat, ça réduit l'investissement et l'emploi. Alors qu'aujourd'hui, il y a aussi un certain nombre d'études qui vont vous dire que les baisses de cotisation n'ont pas relancé l'emploi comme nous l'avait prévu, etc. Donc il y a un point de vue politique pour écarter toutes les solutions possibles et qu'à la fin, il n'y en ait qu'une, qui est de travailler plus longtemps. Voilà. Alors même que les Français, qui eux travaillent dans leur chair, ne veulent pas ça. Voilà. Donc les technos en haut lieu vont vous dire... Il faut travailler plus longtemps, c'est ça que disent les technos, reliés par des experts de... heureusement qu'ils sont là, le corps, pour vous dire qu'il faut travailler plus longtemps, mais le Français qui travaille, dans 50% des cas, il vous dit que le travail délabre et qu'il ne pourra pas faire le même travail à 60 ans. Donc il y a la réalité versus la techno, quoi. Alors, on cesse du coup, effectivement, de nous dire que le modèle économique français repose entièrement sur cet âge de départ. Quelles pourraient être les alternatives? Est-ce qu'il y a effectivement d'autres leviers qu'on peut utiliser, puisqu'on nous donne toujours cet âge de départ à la retraite, mais pour financer notre système de retraite, est-ce qu'il y a d'autres possibilités que l'âge? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Il y a moi ce que j'appelle les possibilités dans le cadre établi. Donc dans les possibilités dans le cadre établi, effectivement, il y a l'âge de départ, le report de l'âge de départ à la retraite, la baisse des pensions ou les hausses des cotisations. Il ne faut pas s'interdire le fait qu'on puisse tous cotiser un peu dans la joie. Non mais c'est vrai. Cotisons. Cotisons. Non mais on avait, pour te donner un exemple, on avait 3 retraités en 70. On avait 3 retraités pour 10 actifs. En 2018, 2020, on est passé à 6 retraités pour 10 actifs. Donc le nombre de retraités a fait x2. Comment on a maintenu le système de retraite? On a tous cotisé dans la joie. Et là, le choc démographique qu'on nous présente, c'est le passage de 6 à 7 retraités pour 10 actifs. D'accord. D'ici à 2040. Donc ce que je veux dire, c'est que dans l'augmentation n'a rien à voir avec celle qu'on a déjà vécue. Et le choc démographique, le vrai choc est derrière nous. Et nous l'avons absorbé en partie par la hausse des cotisations. On a cotisé dans la joie. Donc, faut pas enlever ça. Non, mais la réalité, c'est quoi? C'est que notre pays ne veut pas consacrer plus d'argent aux retraités, alors que la tendance quand même globale va être que le pays va vieillir. On va vivre plus longtemps, on va vieillir, et ne veut pas consacrer plus d'argent à ses retraités. Comme il ne veut pas consacrer plus d'argent à ses retraités, il faut que les retraités soient plus pauvres. Voilà. Il veut consacrer que moins de 14% au PIB aux retraités. Donc, il y aura plus de retraités, mais ils seront plus pauvres. Donc, on peut ouvrir quand même d'autres voies de réflexion en disant, on veut consacrer plus d'argent, parce que comme il y a plus de vieux, à un moment, si ce n'est pas un système par répartition et par cotisation qui paye les retraites, qui va les payer? Je veux dire, si ma mère n'a pas d'argent, qui va...
c'est le fils, l'enfant, la famille en le sortant de sa poche. Oui, donc sûr. soit c'est un système intergénérationnel de solidarité, où tu cotises pour les retraités, mais je cotise aussi pour moi, parce que c'est ça soit c'est chacun... Ça repose sur une voilà, famille. Ça repose sur une famille, alors là, celui qui a après, les moyens peut le faire, et celui qui n'a pas celui les qui a une moyens famille, déjà, obligera peut le ses faire. parents, obligera ses parents à aller travailler. Celui qui n'a pas de famille devra travailler, s'il est pauvre, jusqu'à la fin de ses jours. Donc ça, c'est les solutions dans le cadre. Et après, il y a comment tu augmentes l'assiette. Est-ce que tu vas taxer d'autres choses, etc. Parce que si tu juges que c'est important, tu arrives à augmenter l'assiette, à faire en sorte qu'il y ait plus de financement qui rentre. Mais on revient presque à la première question. Là, voilà, mais ces questions... c'est aller chercher l'argent là où il est. Voilà, mais ces questions ne sont jamais posées et débattues. Et on reste que sur l'âge. Comme si on allait... Alors que la plupart des gens vous disent que l'espérance de vie en bonne santé, elle est de 64, 65 ans maximum, et on va vous faire bosser plus longtemps. Enfin, il y a des métiers où les gens vous disent qu'ils ne peuvent pas. Et s'ils ne peuvent pas, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas les obliger à en termes de productivité, ils vont être mauvais. On ne va pas les obliger à continuer alors qu'ils sont en incapacité de le faire. Et alors, du coup, toi tu penses qu'il faut revenir même sur les anciennes réformes ? Alors, la dernière, c'est sûr. La dernière, parce que la dernière, elle a été passée au forceps. 49.3, d'accord. Ouais. Les syndicats étaient contre. Contre la majorité de la population. Et puis surtout, elle est très violente. C'est-à-dire qu'on n'a même pas pu mesurer l'impact des anciennes réformes, Touraine, et qu'on passe à une nouvelle réforme qui se met en application assez rapidement. Mais elle est progressive, mais assez rapidement. C'est-à-dire que quelqu'un avait... Pareil, on parlait du consentement à l'impôt, mais là, pareil, c'est le consentement au système de répartition. Quelqu'un avait cotisé toute sa vie et on lui rajoute quelques mois, une année tout de suite, en partant du principe que l'espérance de vie augmente. Mais l'espérance de vie à 60 ans, ces 10 dernières années, elle n'a pas beaucoup bougé. Pour les femmes, je crois que c'est quasi zéro. Pour les hommes, on est à quelques mois. Donc ça veut dire qu'on rajoute 2 ans de travail à des gens quelqu'un qui ne vont pas vivre plus longtemps. Et donc on prend ces travails sur la retraite, et donc voilà, on leur prend sur leur vie qu'ils peuvent avoir avant la mort. Et ça, c'est parfaitement scandaleux. Voilà, parfaitement scandaleux. C'est une réforme qui est brutale, très brutale. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. Vous le savez, la situation politique est inédite, historique. Nous vivons une submersion des idéologies d'extrême droite diffusées partout. Et face à cela, le média a lancé Riposte, une contre-offensive vitale et citoyenne. C'est notre unique chance de bâtir une chaîne d'information populaire et indépendante, capable de percer sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne à visée nationale pour donner enfin la parole à celles et ceux qu'on ignore. Bâtir un contre-discours, une analyse plus fine, humaniste et réelle de notre société. Ensemble, reprenons le terrain et protégeons notre démocratie. C'est essentiel. Soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux. À la semaine prochaine.